Je vous rappelle que ce que je vous ai dit hier, comme il y a eu les inondations il n'y a pas longtemps, j'ai rajouté des branches pour que vous puissiez accéder. Ne mettez pas les pieds là où il y a beaucoup d'eau, j'ai peur que ça passe par-dessus vos bottes. Prenez votre temps, on ne se colle pas les uns aux autres. Laissez un petit mètre entre chaque élève pour être sûr de ne pas vous bousculer. On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brut, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Bienvenue dans Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Aujourd'hui, c'est bottes et gadou pour accompagner Ségolène dans sa classe du dehors à Trignac, en Loire-Atlantique. On va parler centrale solaire et débat mouvant. Je pense que si on ne doute pas dans notre métier, on peut tout de suite s'arrêter. Donc ça, c'est le préalable que j'ai envie de te dire. Je doute à toute minute, en fait. Mais non, peut-être par la surcharge du quotidien, parce que je suis quelqu'un qui est très investi, qu'on me dit un peu tornade. Mais les missions que j'exerce sont toujours en plus de mon temps de travail. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. Le doute que j'ai est peut-être de ce côté-là. Les sixièmes A, rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Je vous ai disposé les bottes donc par taille de pointure. Rappelez-vous de la couleur que vous avez. Vous vous équipez avec les bottes. On essaye de ne pas y passer 3 heures. Bonjour Ségolène. Bonjour Nathalie. J'ai adoré te suivre en balade avec tous tes élèves en bottes en caoutchouc. C'est bon, tout le monde est chaussé? Tout le monde est équipé? Tout le monde a bien un manteau? Alors, on y va. Allez, on y va. Pour nous, c'était aussi agréable. On est revenu avec les pieds secs. Et certains élèves mouillés? Oui, un seul. Ça va, j'ai le droit à un. Dis-moi, comment tu te présenterais à nous? Eh bien, je suis une prof de sciences depuis 2007 et je suis très engagée dans le développement durable depuis maintenant près de plus de 15 ans. Je suis formatrice dans le réseau académique de formateurs EDD de mon académie et j'ai toujours eu envie de m'engager sur ces questions-là. Je suis arrivée dans mon établissement avec un projet d'éco-citoyenneté sous le bras et en 2010 et depuis, ça ne m'a pas quittée. Ok, petit acronyme, bip, bip, EDD. Éducation au développement durable. Merci Ségolène. On découvre avec toi aujourd'hui un lieu très particulier qui s'appelle le Crassier. Et je vous rappelle aussi qu'au Crassier, il y a beaucoup de cailloux et que les cailloux restent au sol et non pas jetés en l'air ou shootés avec le pied. Est-ce que tu veux bien nous le décrire ? Alors avant de vous le décrire, peut-être vous expliquer, en fait le Crassier c'est notre aire terrestre éducative, notre ATE. En fait c'est une zone de nature que les élèves vont avoir en gestion et ils vont décider en fait de ce qu'ils vont faire de cet endroit. Et en fait ils ont choisi il y a 4 ans maintenant, c'est une classe qui était chargée de choisir le site et ils ont choisi l'ancienne zone de dépôt des forges de Trignac. En fait, tous les résidus des hauts fourneaux étaient rejetés à cet endroit-là. Alors pas en pyramide qui monte au ciel comme dans le nord, les terrils, mais à plat, étalés, puisqu'ils avaient de l'espace. Et donc c'est une zone où il n'y a rien, parce que c'est comme si le sol est pollué, il y a très peu de choses qui poussent. Et c'était aussi une zone où passait l'ancien lit d'un cours d'eau ici qui s'appelle le Brivet. Qui a été détourné pour construire le pont de Saint-Nazaire, enfin l'accès au pont de Saint-Nazaire. Et donc c'est une zone un peu avec un côté un peu mystique. C'est une zone qui appelle à l'écriture. Il y a des polars qui ont été écrits déjà parce que c'est une zone un peu lunaire. Voilà, il y a seulement un couvre-sol qui pousse là-bas et puis quelques buissons, mais pas grand-chose en végétation. Et ta manière d'investir ce lieu au quotidien, ça représente quoi ? Alors moi j'ai senti le potentiel sur les élèves quand j'ai appris qu'ils allaient dans ce site sans les profs. Parce qu'au départ on y faisait quelques sorties école du dehors pour aller découvrir la faune, la flore, travailler sur l'identification des squelettes qu'on retrouvait. Et en fait les élèves n'arrêtaient pas de parler du Crassier, c'est quelque chose qui les a tout de suite absorbés, emballés.
Et du coup, cet été, j'allais dire contre ma propre volonté, parce que j'avais pas beaucoup de temps à investir pour ça, mais j'ai décidé de faire toute mon année, ma programmation annuelle autour de cette aire éducative. Donc en fait, j'ai réussi à découper tout le programme pour faire une entrée à partir d'une situation problème en lien avec cet espace. Je vous donne un exemple qui est peut-être le plus tiré par les cheveux, mais qui montre bien comment j'ai eu ma gymnastique intellectuelle. Il y a un chapitre qui s'appelle « Un pique-nique au Crassier », où on explique pourquoi le chef de cuisine insiste absolument pour qu'on parte avec les glacières, qu'il ne veut pas nous laisser partir avec nos sandwichs comme ça, et donc on va parler hygiène alimentaire, conservation des aliments, et puis aussi le fait qu'il soit un peu fatigué ce jour, puisqu'il a dû se lever très tôt pour fabriquer le pain, et donc ça nous permet de travailler sur la fermentation, la levure et la fabrication du pain. Voilà, donc j'ai réussi comme ça à décliner. Alors il y a des chapitres qui s'y prêtent bien sûr beaucoup plus facilement, tout ce qui concerne le développement des végétaux ou même des animaux, la découverte de l'environnement proche. Voilà, ça c'est des axes qui sont assez faciles. Il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué, mais on arrive toujours à trouver des situations problèmes pour commencer notre chapitre en lien avec ce crassier. Belle créativité, Ségolène. On est venu voir et parler de la centrale solaire. Vous avez le plan sur votre badge, mais je vous rappelle l'implantation de la centrale. Donc, nous, on est arrivé par la petite route qui est ici. D'accord ? Quand on arrive à cette petite route, vous voyez qu'après, il y a un petit chemin en pointillé. Tout le monde le voit ? Oui. Je veux bien que tu nous présentes très factuellement la séance que tu proposes aujourd'hui à tes élèves. Alors, on est dans un chapitre qui s'appelle la future centrale solaire, puisque une centrale va être installée sur cette aire éducative. On le savait en choisissant le site qu'il y aurait une centrale solaire. On était au tout début des démarches. Et donc, on a déjà parlé en classe de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que l'énergie ? On a modélisé une chaîne d'énergie avec une activité à manipuler en classe. Vous vous rappelez la chaîne d'énergie, par exemple, de la lampe de bureau ? Le réseau électrique, l'interrupteur, le filament dans l'ampoule et l'ampoule. On a aussi parlé un peu énergie renouvelable, énergie fossile. Et donc là, l'idée, c'était d'aller sur le site pour leur montrer où allait être effectivement implantée la nouvelle centrale solaire. Se repérer à partir d'un plan, en 6e, c'est pas forcément facile. À votre avis, nous, on est en train de prendre le chemin de droite ou le chemin de gauche ? De droite. Alors, Non, de gauche. Là. De gauche. Non, de droite, de droite. donc on est sur le chemin du droite. Et puis ensuite, travailler sur la reconstitution d'une chaîne d'énergie pour voir s'ils avaient bien compris la conversion d'énergie d'une forme à une autre. Et enfin, avoir un petit débat, parce que souvent quand on aborde la présence de la future centrale, ça crée de l'émoi parmi les élèves. Avoir un petit débat sur la pertinence de la présence de cette centrale dans cet espace. Alors revenons sur ces deux activités. Une première activité où ils reconstituent effectivement cette chaîne de l'énergie, une activité très engageante physiquement. Pour réaliser cette chaîne d'énergie, on va faire une course de relais. Ça va vous faire bouger en plus, comme il fait pas chaud, ça va être parfait. Tu nous l'as décrit ? Oui, quand on est en hiver à l'école du dehors, c'est bien de les faire bouger un peu. Et puis on a de l'espace, donc autant en profiter. Donc je leur ai proposé un espèce de relais. Donc ils avaient un lot de 7 étiquettes qui permettent de reconstruire la chaîne d'énergie des panneaux photovoltaïques. Rien de dire. 3, 2, 1, go! Putain, c'est quoi? Énergie électrique. Et donc chacun à leur tour, ils avaient la possibilité d'aller placer en fait une des affiches dans un ordre qu'ils devaient déterminer pour essayer de reconstituer la chaîne dans l'ordre. Soleil derrière la flèche. J'ai mis soleil qui va au panneau solaire. Ah oui, et après Lilo, mets le réseau électrique après panneau solaire. Avec une flèche, hein, bien sûr. Mais non! Mais... Oui, vas-y. Et j'avais laissé quelques mètres, on va dire 5-6 mètres entre la zone avec les affiches à prendre et la zone de la chaîne à reconstituer. Donc ils devaient courir un petit peu et se passer le relais. Équipe gagnante ici! Oui! Ouais. Ils sont les gagnants premiers! Et la deuxième activité sur le débat mouvant?
Alors le débat mouvant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser en classe. Je l'avais encore jamais utilisé avec les 6e. Pourtant, on est déjà un peu tard dans l'année, hein, mais pour l'instant, je ne l'avais pas encore utilisé avec eux. Le principe, hein, c'est de d'énoncer une phrase volontairement soumise à débat, et puis de dessiner une ligne devant soi avec d'un côté pas du tout d'accord et de l'autre côté parfaitement d'accord. La première phrase que je vais vous dire, c'est « Une centrale solaire, ça ne pollue pas ». Pas d'accord, moyen, complètement d'accord. Une centrale solaire, ça ne pollue pas. Tout le monde s'est positionné où il veut ? Oui. Et puis ensuite, on donne la parole aux élèves pour qu'ils donnent des arguments. Alors, pourquoi vous vous êtes mis sur pas du tout d'accord ? Parce que tout pollue bien un tout petit peu. Ok. Alors, est-ce qu'on peut essayer de... Peut-être ceux qui se sont mis de ce côté-là aussi, essayer d'enrichir l'idée de Théo ? Imaginons quand il ne marche plus, après, les personnes, ils les mettons dans la terre, sauf que on ne peut pas encore les recycler. Donc ça va poser un problème le jour où ça ne fonctionnera plus pour le recycler, quand ce sera un déchet. Ok. Et puis ensuite, on laisse la possibilité de se redéplacer si on a été plus ou moins convaincu par certains arguments. Et puis là, mon rôle, c'était aussi d'apporter quelques éléments parce que, notamment par exemple sur la question des terres rares, c'était des informations qu'ils avaient vues passer mais sur lesquelles on ne s'était pas arrêté en classe. Quel avantage tu vois, toi, à ce qu'ils puissent se repositionner ? Être capable de prendre en compte les arguments de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de super important. D'ailleurs, ça se travaille aussi, hein, parce que les premières fois qu'on l'utilise, pas trop aujourd'hui, mais en général, il ne bouge pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont décidé quelque chose, ils ont du mal à entendre les arguments des autres. Là, il y a eu quand même un peu de mouvement, donc ça, c'est plutôt positif. Mais être capable d'entendre un argument auquel on n'a pas pensé, hein, moi, des fois, je leur dis « Ah tiens, je n'avais pas pensé à ça », et leur montrer que cette forme de flexibilité mentale, parce qu'il y a des nouveaux arguments qui sont arrivés auxquels on n'avait pas forcément pris compte, c'est important. Ok. Tes élèves, dehors, tu les découvres autrement ? Oui. J'ai des élèves qui, notamment celui qui a eu les fesses dans l'eau, c'est un élève qui est très difficile à engager en classe. Et la première fois qu'on est allé à l'école du dehors et qu'il avait plu, j'ai découvert un élève qui sautillait dans les flaques avec un sourire et un bonheur que je n'aurais échangé pour rien dans cette séance ce jour-là. J'ai tout vu de mes propres yeux. Ça va ? Ma botte s'est accrochée dans la bouche. T'es fort mouillé ? Est-ce que t'es mouillé ? C'est juste de la boue. Après, voilà, de façon générale, en fait, à l'école du dehors, ça permet à nos élèves qui ont du mal à rester 8 heures par jour assis sur une chaise à écouter quelqu'un parler. Ce que je ne pratique pas, mais ce qui est quand même encore assez répandu. Hein. Sur une journée, il faudrait qu'on compte nos collégiens, combien ils passent de temps assis, déjà assis, et puis assis à écouter les autres parler, ça serait assez long. Donc là, dans l'école du dehors, il y a un côté besoins physiologiques qui sont respectés, puisqu'ils peuvent se déplacer, ils peuvent courir. D'ailleurs, on le voit parce que sur le chemin, il y a beaucoup de bruit, ils s'agitent. Ils relâchent un peu la pression de cette contrainte physique d'être assis sur une chaise. Et ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Et puis là, on peut investir l'espace. J'en ai profité dans ces activités-là pour utiliser l'espace qui s'offre à nous. Et ça leur fait du bien. C'est un autre contexte. Et ça peut aider certains élèves à capter leur attention, et du coup à être plus disponibles aussi après cette séance pour les apprentissages. Et oui, on refait une place au corps. Oui, à la mobilité, et puis on s'en sert, et puis c'est concret. Là, on était sur le site où elle va avoir lieu, cette centrale solaire. Mes collègues qui étudient les chaînes d'énergie à partir d'exemples qui ne sont pas aussi concrets, forcément, les élèves retiennent moins facilement que quand on est sur site. Donc on va dépasser la petite touffe, et on va arriver là où sera la centrale solaire. Si on regarde sur le plan, la centrale solaire, elle va commencer là où c'est plat. Elle va commencer là où c'est plat. Elle va venir jusqu'à peu près au niveau des flaques, là. Et puis elle va repasser derrière, là où il y a le petit buisson. Ça va contourner les autres buissons qui sont par là. Ça va passer au-dessus de la butte du lion. Et puis ça va remonter sur les buissons qui sont au fond.
Est-ce qu'il y a une difficulté plus grande que les autres que tu as dû relever sur l'investissement de cette terre éducative ? Alors il y a des contraintes dans le secondaire qu'il n'y a pas dans le primaire. La première contrainte, c'est d'avoir suffisamment de matière pédagogique pour justifier 1 heure de sortie. Alors nous, elle est très proche, c'est pour ça que les élèves l'ont choisie d'ailleurs, elle est à 7 minutes à pied. Mais étant donné qu'on ne peut pas faire de l'interdisciplinarité, en fait, il faut rentabiliser un peu cette sortie. Donc il y a des collègues qui font, j'ai d'autres collègues qui sortent sur cette aire éducative, qui ont allié 2 disciplines. Donc ils sortent sur 2 heures, ils ont mis leurs 2 matières l'une après l'autre. Donc ça peut être une contrainte. Il faut quand même réussir à anticiper avant pour qu'il y ait suffisamment d'exploitation pédagogique qui en soit faite et pas juste, perdre 1 heure pour aller sur le site. L'autre contrainte, c'est les contraintes organisationnelles. Faut être clair, c'est pas forcément facile. Là, par exemple, il fallait équiper avec des bottes. Moi, je suis en éducation prioritaire. J'ai les 2 tiers de mes élèves qui n'ont pas de bottes. Et je ne me vois pas demander aux familles d'acheter des bottes. Donc, on a acheté des bottes avec l'établissement. Donc, il y a le temps de prendre les bottes. Parfois, il y a des élèves qui viennent sans manteau. Moins maintenant, parce que ça y est, ils ont compris que quand on vient sans manteau, on a froid. Et puis, il faut un accompagnateur. On ne peut pas sortir seul sur une question de responsabilité. Si j'ai un élève celui qui est tombé dans l'eau, par exemple, s'il s'était fait mal, j'aurais dû intervenir et le ramener à l'établissement. Il faut être 2. Donc, on sollicite les parents. Et ça nous permet de travailler le lien aussi avec les familles et de faire un peu de coéducation. Donc c'est aussi agréable, mais quand il n'y a pas de parents disponibles, ça veut dire qu'il faut mobiliser un autre adulte de l'établissement. Donc je suis déjà sortie avec la chef d'établissement, avec des secrétaires, avec des assistants d'éducation, avec d'autres collègues s'il y a des collègues disponibles. Mais cet élément-là est à prendre en compte. Il faut aussi veiller à la sécurité de nos élèves qui ont un PAI, par exemple. Donc il faut partir avec les trousses de secours, avec les PAI si besoin pour intervenir en cas d'urgence. Donc ça demande de le réfléchir, de l'anticiper un peu. On peut créer une petite charte dans l'établissement de l'école du dehors où on met cette petite liste de choses à avoir en tête. Mais ça se fait en fait comme, n'importe quelle sortie pédagogique. Quand vous allez avec une classe au cinéma ou voir une exposition, c'est pareil. Il y a aussi des contraintes à prendre en compte. Où est-ce qu'on va déjeuner, le transport. Ça fait partie je crois, de notre quotidien d'enseignants qui organisons une sortie en fait. La deuxième situation, le Crassier est un bon endroit pour installer une centrale solaire. D'accord ? Pas d'accord. Quel est pour toi le plus bel apprentissage pour tes élèves en lien avec cette aire éducative ? Ils y sont attachés, c'est le fait de décider ce qu'on fait de cet espace. Là, on entendait tout à l'heure dans les discussions sur la centrale solaire qu'ils ne veulent pas de cette centrale parce que ça va réduire leur champ d'études et d'investigation. Moi, je suis pas d'accord parce qu'il y a plein d'autres places pour mettre une centrale solaire. Et puis ici, c'est notre terre éducative, donc on pourra plus trop l'examiner et tout. Ma plus belle réussite, c'est qu'ils aient envie de faire ce lieu leur lieu de travail, leur lieu d'apprentissage et qu'ils aient envie d'école en fait. Ce lieu leur donne envie d'école, leur donne envie d'apprendre et de travailler. Comment tu convaincrais des collègues sur la nécessité quasi vitale de sortir des murs de l'établissement ? C'est un peu toujours le même discours que j'ai. Vous vous plaignez parce que les élèves sont inattentifs, ont du mal à rester en place, ils sont en train de bavarder, de s'agiter. Emmenez-les dehors, vous verrez, ils sont différents. Mais il n'y a pas besoin d'aller très loin, en fait. Même dans la cour du collège, c'est quelque chose qui est possible. Quand les beaux jours arrivent, j'aime bien emmener mon cartable et mon matériel pédagogique et puis installer mes élèves dans l'herbe, dehors, pour faire des activités qui ne sont pas des activités de l'école du dehors à proprement parler, puisque l'extérieur n'est pas notre sujet d'étude, notre objet d'étude. Mais faire classe dehors, déjà, c'est agréable. Et pour nous aussi, d'ailleurs. Oui, c'est ça, retrouver un peu de plaisir. Oui, et puis le contact avec la nature, on sait, la science le prouve, c'est quelque chose qui est apaisant pour les élèves. Puis ça permet de travailler aussi quelques compétences psychosociales, de comment on évolue dans un groupe, à l'extérieur. Ça bouleverse un peu les habitudes et nos élèves, ils auront besoin de s'adapter aussi à des situations différentes. Donc c'est bien qu'on les trinque-balle un peu à gauche, à droite. Ça leur apprend des compétences qui sont des compétences aussi indispensables dans leur vie de citoyen. On se dépêche.
de sonner, il faut que vous enleviez vos bottes. Alors go, go, go! En tout cas, merci pour ce souffle d'air, ce bain de gadou, et pour nous avoir emmenés avec toi au Crassier. Avec plaisir. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.